Merci beaucoup aux organisateurs pour m'avoir invité. Je vais essayer de tenir les temps aussi, ce qui n'est pas très simple. Alors, je me suis posé la question de savoir ce qu'on attendait de moi pour donner quelques idées de réflexes pour la prise en charge des pathologies tropicales sévères. Et je me suis dit que pour certaines maladies, c'était mieux avec des cas cliniques et pour d'autres, avec des études. Donc, on commence par un cas clinique. En plus, en fin de journée, comme ça, c'est bien. Donc, on a reçu il y a 2-3 ans, peut-être, un homme de 19 ans qui arrivait avec un sepsis, une pancytopénie et une confusion. Et alors, l'histoire qu'on a pu retracer, il était parti pendant plusieurs mois en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Malaisie, Laos, Cambodge. Il avait pris tous les risques possibles sur place. C'était vraiment le voyage du routard, quoi. Into the wild, comme dans le film. Et il n'avait pas pris de prophylaxie, il n'avait fait aucun vaccin avant de partir. Il avait eu des rapports avec différentes personnes à risque. Il n'avait pas fait attention à ce qu'il mangeait, les bains en eau douce, la marche pieds nus, il a dormi à la Belle Étoile. Il manquait la morsure de singe et les injections de drogue, sinon il était complet. Au retour, ses parents le récupèrent dans un petit village à côté de Rennes. Ils le trouvent un peu bizarre et chaud. Donc ils l'amènent aux urgences. Effectivement, il est chaud, il a 40. Il a une petite tension, il est tachycarde. Il a des petites adénopathies un peu partout. Il n'a pas de syndrome méningé, pas d'ictère. Des signes hémorragiques mineurs, donc essentiellement des gingivorragies. Il a une cytopénie qui est marquée, il a 15 000 plaquettes, 4 000 blancs, l'hémoglobine il devait avoir 9-10 grammes, une cytolyse à 3 fois la normale et la recherche paluée négative à 2 reprises, y compris avec les tests antigéniques. Il est monté en réanimation avec un diagnostic de on ne sait pas ce que c'est, et au moment où les patients arrivent en réanimation, il y a souvent une dizaine de personnes qui s'agitent autour d'eux, et lui il est sur son brancard, et en passant du brancard sur le lit, on s'aperçoit que derrière le genou, zut, j'ai fait un truc. Ah oui, d'accord. On s'aperçoit que derrière le genou, il a une petite lésion que vous allez pouvoir voir d'un peu plus près, un peu croûteuse. Alors, il fallait vraiment la voir parce qu'elle était derrière le genou, mais ce qui est ce qu'on appelle une escarre d'inoculation de quelque chose. Alors, les 3 questions. Ça ressemble à quoi? Quel est l'examen clé qui va nous faire avancer? Et quel traitement on fait en attendant d'avoir les résultats de l'examen clé? Donc ça, c'est un peu des réflexes une fois qu'on a repéré une escarre d'inoculation chez un patient avec un sepsis comme on les appelle maintenant, et beaucoup d'autres signes. Donc je pense qu'on peut avancer. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une rickettsiose, sans aucun doute, un tableau sévère, presque comme une vascularite, l'escarre d'inoculation. Il a en plus les expositions, il a dormi à la Belle Étoile, il a pris tous les risques. L'examen clé, c'est la PCR, puisque les sérologies sont souvent croisées, arrivent en retard, et la PCR marche très bien, aussi bien sur les biopsies cutanées que sur le sang, et même plus récemment sur des simples écouvillons, des lésions cutanées, ça marche bien. Et en attendant, on lui met de la doxycycline. Et ça, c'est important, parce que si on ne l'avait pas vu d'un peu plus près, je pense qu'on lui aurait mis l'antibiothérapie du sepsis, peut-être en visant les germes qu'on peut rencontrer en Asie, et puis on aurait peut-être mis quand même un traitement anti-palu, parce qu'il y avait des raisons d'y penser, même si les tests étaient négatifs, et il serait peut-être mort entre-temps. Donc ça illustre assez bien le fait qu'il faut les examiner des pieds à la tête sur toutes les zones de peau. Et si vous êtes intéressé par ce genre de description de maladies tropicales un peu cognées et bien écrites, il y a le Ipilitrop, là, qui est un truc disponible gratuitement en ligne et sur lequel vous avez des infos sur à peu près toutes les maladies tropicales. Ça a été mis en ligne tout récemment. Les rickettsioses tropicales, il faut y penser quand les gens ont des fièvres élevées, quand ils ont mal. Vraiment, c'est une maladie qui fait mal. On a mal à la tête, on a mal partout. Et puis, il y a 2 types d'éruptions. Il y a un exanthème diffus, mais qui n'existe pas dans toutes les rickettsioses. Et puis, il y a l'escarre d'inoculation, qui est en général à l'endroit où la rickettsiose est rentrée, parce qu'il y a une grosse réplication de la bactérie sur le point d'inoculation. Donc, c'est ça qu'on retrouve. Et c'est pour ça que le simple écouvillon local est très rentable en PCR. Et les réflexes, donc on a dit la PCR sur ce qu'on peut récupérer et la doxycycline rapidement. Alors c'est un peu difficile après si on rentre dans le détail des différentes zones tropicales et des différentes rickettsioses qu'on peut rapporter, mais vous avez effectivement ce fameux typhus des broussailles qui vient d'une zone qu'on appelle le triangle Tsutsugamuchi, puisque c'est le nom de la bactérie qui s'appelle Orientia tsutsugamuchi, et qui est une maladie clairement émergente. Il y a au moins 1 million de cas par an, ça augmente de plus en plus. Il y a de plus en plus de voyageurs français qui vont en Asie, notamment en ce moment, c'est le Myanmar qui est la grande destination à la mode. Donc vous allez probablement être amené à voir ce genre de maladie qui existe. Alors c'est transmis comment? C'est une espèce de larve de mite qui s'appelle le leptotrombidium. C'est pas très joli quand c'est grossi comme ça. Et qui aiment bien se nourrir sur les rongeurs, mais si elles ne trouvent rien d'autre et si vous dormez dans un endroit où elles se trouvent, eh ben, elles vont se nourrir sur vous, il n'y a pas de souci non plus. Dans les nouveautés sur cette maladie, donc, qui s'appelle le typhus des broussailles ou scrub typhus, eh ben, on a longtemps cru que ça existait qu'en Asie. Et il y a un papier du New England de cette année où ils en ont retrouvé
au large du Chili, dans les îles Chiloé, avec 3 cas consécutifs de patients qui n'avaient pas du tout voyagé. Donc ça laisse penser qu'il y a probablement des réservoirs ailleurs qu'en Asie. Il suffit qu'il y ait le bon vecteur et le bon réservoir, et ça fonctionne. Et avec des jolies photos dans ce papier du New England, à la fois les éruptions diffuses et puis les escarres. Donc c'est vraiment un truc à avoir en tête pour ces patients. Après, c'est très simple, dès qu'ils ont de la doxycycline, ils s'améliorent. Et s'ils n'ont pas, la mortalité est de 30-40% à peu près. Un deuxième cas clinique, toujours sur le domaine des réflexes, c'est un patient qui avait travaillé pendant longtemps au Laos, il travaillait en agronomie et il était rentré pour aller passer son été à Saint-Malo, c'était 38 ans. Les vaccins étaient OK, lui c'était un gars qui faisait très attention, qui avait pris aucun risque à part qu'il travaillait dans les rizières et dans les fermes, il s'était vacciné contre tout ce qu'il faut. Pas de prophylaxie palu parce que c'est un séjour prolongé de plusieurs mois et qu'il y a de moins en moins de prophylaxie palu indiquée en Asie de toute façon. Et quand il arrive à l'hôpital, il a 40, il a une petite tension, il est pancytopénique lui aussi avec 30 000 plaquettes, une cytolyse hépatique, l'insuffisance rénale, l'hématurie et recherche palu négatif. Donc là, je pense qu'il y a un réflexe qui aussi, probablement vous avez tous, c'est que la leptospirose, ça fait vraiment partie chez les sujets jeunes, l'hépatite, l'insuffisance rénale aiguë. L'incidence de la leptospirose, c'est 100 fois plus élevée si vous allez en pays tropical que si vous allez en France métropolitaine. Donc c'est sûr qu'il faut avoir le réflexe et du coup, pas hésiter à démarrer une antibiothérapie ciblée en ayant quand même prélevé les 4 flacons d'Emoc et le CBU au cas où on se serait trompé. Et c'est là où ça devient une tempête tropicale. C'est le patient qui était encore à ce moment-là en post-urgence. Il l'avait gardé parce qu'il avait les plaquettes basses, mais pour le reste, il n'était pas plus inquiétant que ça. En quelques heures, il va développer une détresse respiratoire, ils vont le rattraper par les cheveux, et là il est intubé rapidement, il fait aussi un pneumomédiastin, et il a une hémorragie intra-alvéolaire très impressionnante. Ils ont même eu le réflexe de prendre en photo ce qu'ils ont récupéré à l'aspiration au moment de la fibroscopie, c'est vraiment une hémorragie intra-alvéolaire cataclysmique. Donc il a été placé sous ECMO, puis transféré à Rennes. Du coup, on n'a quand même pas eu l'estomac de continuer à le traiter sous pénicilline. Donc on a élargi avec ces 3G et puis doxycycline. Il revenait d'Asie, il avait un bloc grave, on ne savait pas encore ce que c'était. Il a guéri. Et la question c'est c'était quoi? Bon, c'était une leptospirose. Et ce que ça illustre 2 choses, ce dossier, c'est que la leptospirose, c'est vraiment un groupe de maladies très hétérogènes et on voit en général en France métropolitaine des formes plutôt sympathiques. Et à partir du moment où on a trouvé ce que c'était, les gens guérissent et ils n'ont pas besoin d'aller en réa. Et il y a des sérotypes gravissimes, il y en a en Amérique latine et là en Asie, c'est le sérovar Jaziman, il s'appelle, et ça peut donner des tableaux cataclysmiques. Et la deuxième chose que ça illustre bien, c'est que de temps en temps, il s'aggrave dans les premières heures. Et ça, on l'a observé plusieurs fois. On a vu des patients présenter une méningite au moment où on démarre le traitement de la leptospirose, alors qu'ils n'étaient pas du tout méningés au départ. C'est l'équivalent de la réaction de Jarisch-Herxheimer qu'on voit avec d'autres bactéries de cette famille-là. Donc, il faut s'attendre, quand le patient est un peu limite, à ce que ça se dégrade un peu dans les premières heures. Et puis après, quand ça passe, ça passe. On a des tests diagnostiques qui se sont beaucoup améliorés. Maintenant, on a les PCR et lui avait des PCR positives, mais qui ne sont pas parfaites. Et on a eu un cas il y a 3 semaines d'un patient avec un tableau typique, très grave, et qui a eu les 2 PCR négatifs. Donc, on s'est beaucoup posé de questions. Et finalement, les sérologies reviennent positives avec des IgM à 1 6400. Donc, c'est sûrement ça. Mais les PCR, probablement, à cause de cette variété des sérovars, peuvent parfois passer à côté. Ensuite, on ne peut pas faire un tableau sur les réflexes face aux maladies tropicales sans dire un petit mot sur le palu. Alors, le palu, il faut y penser toujours, ça vous savez, mais en termes de chiffres, il faut savoir que, par exemple, sur un centre comme Rennes, où on avait regardé sur une période de 6 ans 230 patients hospitalisés au décours d'un séjour en zone tropicale, et ben, le palu, c'était exactement la moitié des cas. Donc, on a vraiment raison d'y penser toujours. On a toujours des petites maladies bizarres, comme je viens de discuter, mais le palu est largement en tête. Comment se présente le palu en France? Alors, il y a des choses intéressantes qui se sont passées sur les 20 dernières années ou les 30 dernières années. Les gens voyagent de plus en plus, c'est la courbe bleue. On a maintenant plus de 5 millions de personnes qui voyagent chaque année en zone d'endémie palustre. Donc, on a de plus en plus de voyageurs qui s'exposent. Et on a eu une augmentation du nombre de cas de palu chaque année jusqu'en 2000. Et puis ensuite, ça descend alors que notre nombre de voyageurs continue à augmenter. Et l'explication, c'est que le palu dans le monde est en train de baisser très significativement. Ça a perdu 30% à peu près en termes de nouveaux cas chaque année dans le monde depuis début 2000, d'après les chiffres de l'OMS, grâce notamment à tous les efforts qui sont faits sur les moustiquaires imprégnés et peut-être aussi les dérivés à base d'artémisine. Donc ça, c'est la première info. Et aussi, pour y penser souvent, je vous ai mis là en médaillon
le nombre de typhoïdes qu'on voit en France chaque année, c'est entre 100 et 150 cas, mais ce n'est pas 4000 comme pour le palu. Donc ça, en termes de risque, même si on a des pathologies qui sont toutes les deux classiques et tropicales, il y en a une qui est 30 fois plus fréquente que l'autre. Les caractéristiques en France intéressantes, c'est que d'abord le sous-total Afrique des cas diagnostiqués en France est énorme, c'est 97% des palus sur le dernier rapport du CNR. Donc on pourrait quasiment dire que quand les gens reviennent d'Asie, on a à peine besoin de penser au palus, et quand on part, à peine besoin de penser à la prophylaxie. Que la typologie des voyageurs a pas mal changé aussi, puisqu'on était à 50% à peu près de caucasiens et d'africains sur les palus il y a 20 ans, en 96, et maintenant c'est plutôt du 75%, 25%. On a beaucoup plus de palus chez les Africains maintenant et beaucoup moins chez les caucasiens. En termes de pays les plus concernés, on peut aller assez vite. Il y a les 4 en tête pour cette année-là, qui était 2014, c'est la dernière qui est sur le site du CNR, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Centrafrique. La Centrafrique est haut cette année-là parce qu'il y a eu des opérations militaires là-bas qui ont exposé pas mal de gens pendant pas mal de temps. Et que le premier pays asiatique doit être en 15e position, c'est le Pakistan. Donc on a vraiment un palu qui est quasiment que africain en France actuellement. Et l'autre chose qui fait que les palus sont presque que africains, c'est que le palu est en grande perte de vitesse en Guyane aussi, qui était notre premier pays pourvoyeur de palus en dehors de l'Afrique jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais là aussi, le palu dégringole. Ça, c'est les cas déclarés en Guyane sur le site du CNR et on voit bien que ça diminue beaucoup. Et ce n'est pas lié à des mauvais diagnostics. On a toujours les données qui sont fournies par la cohorte Paluréa, alors qui commencent à dater un petit peu. C'était 2007-2010, c'était les années quinines pour les palus graves, donc il y a sans doute des choses qu'il faudra revoir. Mais il y a un papier très intéressant, juste pour signaler, de Fabrice Brunel et l'équipe qui a recherché notamment quels sont les facteurs de l'hôte et du parasite qui sont associés à la gravité. Et dans des choses assez intéressantes qui sont à creuser, c'est que plus encore que la parasitémie, ce qui est le mieux associé à la gravité en termes de paramètres parasitaires, c'est le dosage quantitatif de HRP2, de Plasmodium falciparum plasmatique, dont on fera peut-être un critère de gravité dans le futur. La nouveauté sur le palu, qui va peut-être vous paraître paradoxale par rapport à ce que je viens de vous dire, que l'Asie, ce n'était pas un problème. En fait, l'Asie, c'est quand même un gros problème pour un point, c'est qu'on commence à avoir de l'émergence de la résistance aux dérivés de l'artémisine, notamment à l'artésunate, qui sont des vraies résistances, puisque c'est corrélé à une diminution de la clearance parasitaire. Quand vous avez ces mutations, c'est sur l'hélice K13, alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais quand vous avez ça, vous diminuez beaucoup plus lentement votre charge parasitaire sous traitement par artésunate. Donc probablement, il faut mettre autre chose ou augmenter les posologies. Et ça, c'est un papier d'une équipe de Dominique Ménard dans New England aussi cette année, où ils ont regardé dans plein de pays dans le monde la probabilité de tomber sur ces mutations qui sont associées à une moindre clairance du parasite sous artésunate. Et vous voyez que Cambodge, Myanmar, Vietnam, Chine, Thaïlande, Laos, tous ces pays-là, il faut probablement rajouter quelque chose à l'artésunate quand vous récupérerez des palus graves qui viennent de ces zones-là. Heureusement, on va avoir les recopalus qui vont être publiés dans les semaines ou mois qui viennent et qui nous diront ce qu'il faut mettre parce que ça reste encore un peu nébuleux. Mais en tout cas, il faudra faire un peu plus pour ces patients qui vous ramèneront des palus graves d'Asie. Et dans ce papier qui est assez intéressant, il montre que les résistances sont émergées dans deux zones un peu différentes et avec des mutations qui sont un peu différentes. Il y en a une qui concerne plus le Myanmar et puis la Chine, et l'autre qui est plutôt le Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. Mais dans les deux cas, ça fait que votre artésunate est moins efficace. Donc vous avez ces recos qui sont apparaître. Pour ceux qui ont envie de les entendre en direct, ça va être présenté au JNI à Saint-Malo. Alors je fais un petit peu de pub. Au mois de juin, on a les journées nationales d'infectiologie à Saint-Malo où les recos palus seront présentés, mais elles seront présentées sûrement dans d'autres réunions. Et dans les tas de questions sur lesquelles on les attend au tournant, c'est le choix de l'unité d'accueil. Quels patients iront en USC, lesquels en réa, lesquels restent en médecine, lesquels rentrent à la maison. Les tests diagnostiques, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on n'a pas de palu quand tous les tests sont revenus négatifs sur un premier prélèvement? Est-ce qu'il faut en faire deux? Quel antibiotique on va mettre en cas d'acidose, de choc ou de SDRA? Parce que c'est des patients qui reviennent de pays dans lesquels il y a beaucoup plus de résistance. On vivait avec l'idée qu'une C3G c'était bien, mais c'est probablement plus le cas. Et puis quel traitement si palu grave en retour d'Asie? J'ai fait un petit sondage avec les paludologues que je connais et j'ai eu 4 réponses différentes. Il y en a qui rajouteraient la quinine, d'autres qui rajouteraient la clinda, d'autres qui rajouteraient la doxycycline et un quatrième qui augmenterait les doses d'artésunate. Donc il y a probablement différentes solutions pour faire face à ces résistances à l'artésunate en Asie, mais on ne sait pas laquelle va sortir. Une avant-dernière diapo avant mes conclusions, et ça va bientôt sauter, un papier très important par l'équipe d'Étienne Ruppé qui documente très bien que les patients
qui partent en voyage, même des jeunes en bonne santé et sans résistance avant de partir, ont une chance sur deux d'héberger des BLSE quand ils reviennent. Et c'est même plutôt 3 chances sur 4 s'ils étaient partis voyager en Asie. C'est un papier de CID en 2016. Alors le message du papier, c'est aussi que le portage disparaît au cours du temps, mais les patients qu'on recevra avec des palus, eux, ils sont encore tout frais, ils reviennent et eux, il faudra compter qu'ils sont porteurs de BLSE. Donc pour conclure, les réflexes, bon, pensez au palu, là je vous apprends rien, et à l'artésunate avec autre chose si le patient revient de l'Asie ou avec des plus fortes doses. Prendre en compte le risque de bactéries multières, ça on est d'accord, notamment pour l'antibiothérapie empirique. Éventuellement, si c'est des patients qui ont été hospitalisés à l'étranger, pas oublier les recommandations de les isoler, de dépister les carbapénémases. La rickettsiose, on a vu les réflexes qu'il faut savoir mettre en route. Et puis la leptospirose, toujours une question de réflexe également sur des tableaux d'atteinte hépatique et rénale. Je vous remercie de votre attention.